He's got the crazy idea she isn't his mother. She isn't. Don't let her get me. No. No, she thinks he's an imposter or something, someone who only looks like Ira. Have you seen him? I just came from there. En 1955, Jack Finney va écrire une histoire au milieu de ses autres récits de science-fiction et de fantastique, et pourtant son plus grand succès sera Le Voyage de Simon Morley en 1970. Mais ce sera son deuxième livre qui va nous intéresser ici, L'invasion des profanateurs, où des extraterrestres vont envahir la Terre en prenant possession, disons plutôt en faisant des clones des humains, faisant disparaître les corps originaux. He looks, sounds, acts and remembers like Uncle Ira. Then he is your Uncle Ira. Can't you see that? Bien sûr, Hollywood va vite adapter le film et c'est le grand Don Siegel qui va commencer en adaptant le roman en 1956. Et oui, le futur réalisateur de l'Inspecteur Harry, entre autres. Le film suit Miles Bennell, médecin de la petite ville de Santa Mira, près de Los Angeles, qui s'aperçoit peu à peu que les habitants de cette petite ville tranquille se transforment en êtres dénués de toute émotion. Peu à peu, il va découvrir que des extraterrestres s'emparent pendant la nuit du corps de ses concitoyens pendant qu'ils dorment. Bien sûr, le titre français, L'invasion des profanateurs de sépultures, est un petit peu plus loin que celui du roman, L'invasion des voleurs de corps, mais la France aime souvent se distinguer par des titres plus accrocheurs ou parfois n'ayant rien à voir. Un film sur le rapport de la mort au sommeil qui angoisse beaucoup de mortels. Nous réveillerons-nous demain matin? Ici, littéralement utilisé en outil de terreur. Dormir, c'est mourir. Et qu'il est difficile de se passer de sommeil, d'essayer de tenir des journées debout alors que votre corps vous gueule dessus, de bien vouloir fermer vos yeux, ne serait-ce que quelques secondes. Une torture qui vire au cauchemar éveillé. I can't go. Yes, you can. Dormir, c'est donc mourir, ou changer, se réveiller sans âme, devenir une entité morte vivante, sans émotion aucune, ayant perdu tout ce qui faisait son humanité. Le premier titre que voulait Siegel, d'ailleurs, était Sleep No More, ne plus dormir, fort à propos, mais moins impactant. De plus, 1956, c'est l'Amérique anticommuniste qui a peur de l'invasion des Soviétiques, et on peut y voir ici l'image de la peur des Américains sur le sujet. Will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! I'll listen to you. Un réveil où notre corps est bien là donc, mais notre âme, notre personnalité ont bien disparu, elles. Nous ne sommes là qu'en apparence. Rappelez-vous la série Les Envahisseurs sur le même principe, un choc des contraires et une version cinématographique de la créature s'appropriant l'humain dans son sommeil, très pénible à voir dans son impossibilité à se rendre compte du changement. Une menace soudaine, imprévisible, mais surtout insidieuse et invisible. Who are you? I'm Dr. Hill from the State Mental Hospital. I'm not insane! Let him go! Don Siegel ne sera pas heureux de son film et de la façon dont le message passe, poussé par le studio à tourner un prologue et un épilogue positif, et déclarera « Nous avions quelque chose à dire car les envahisseurs dans notre film étaient des cosses, des follicules qui en poussant se mettaient à ressembler aux gens mais qui restaient privés de sentiments, privés d'espoir. Ils mangeaient, ils buvaient, ils respiraient et ils vivaient mais rien de plus. » Comme beaucoup de personnes finalement. Le film a presque été gâché par un responsable d'Aliet Studio qui rajouteront un prologue et une conclusion que je n'aime pas. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le film était sur eux. Il n'était pas autre chose que des légumes vivants. Get on your radio and sound at all points along. Block all highways, stop all traffic and call every law enforcement agency in the state. Une structure de film qui sera donc imposée au réalisateur, sans fin ouverte comme il le désirait, l'armée intervenant à la fin pour sauver le monde, et l'Amérique surtout, ce que ne faisait pas le film par exemple Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, chef-d'œuvre laissant les spectateurs sans explication. L'humour va aussi disparaître puisqu'il jouait sur humour-peur, il ne faut pas prendre à la légère ce genre d'invasion en 56, où là aussi le héros prenait tout à la légère avant de plonger dans un cauchemar qui aurait dû être sans fin. Stop and listen to me! Listen to me! Listen, those people are coming after me! Siegel voulait terminer son film sur le visage du héros en gros plan, nous hurlant dessus « Vous êtes le prochain », autrement plus flippant. Mais nous sommes donc en 56 et les choses changeront sur le thème, mais l'armée arrive et change tout. They're here already! You're next! You're next! You're next!
Parce que l'idée de Siegel était au départ de contraster fortement le début de son film avec le final, alors que bien que le film soit sur la forme un très grand film, il est évident quand même qu'il se terminera bien, comme tous les films fantastiques ou presque de l'époque. Et si l'on sait que le héros s'en sort, c'est compliqué que le suspense soit total. Seed pod. Where was the truck coming from? Santa Mira. Le studio prend les rires des gens en début de film comme une faiblesse de réalisation et les coupes vont commencer et surtout l'obligation, le pire dans le cinéma, prévenir sans cesse de l'horreur à venir sans jamais réellement surprendre. Don Siegel n'est pas bégueule et va s'exécuter, mais malin comme un singe, en intensifier certains moments, ce qui va changer ce qu'aurait pu être un inconvénient en qualité indéniable de ce film, aujourd'hui considéré finalement à juste terme comme un grand film de son époque. At first glance, everything looked the same. It wasn't. Something evil had taken possession of the town. Le début du film, par exemple, va en effet voir notre héros amené à l'hôpital comme un fou et donc contraste avec ce qui va suivre, le montrant calme lors du retour en arrière via un flashback de ce qui est arrivé, encore une fois, jouer sur les contrastes et les contraires. C'est Kevin McCarthy qui se colle à ce personnage de Dr Miles Bennell, le seul véritable héros entouré d'acteurs certes confirmés, mais au rôle moindre comme Dana Winter, Larry Gates ou King Donovan, une Caroline John reconnaissable, elle joue Morticia Adams dans la série La Famille Adams. Ou un Sam Peckinpah en employé du gaz Charlie Buckles, venu faire plaisir à son pote. Morning, Doc. Good morning, Charlie. Not getting enough sleep. Well, I won't be bothering you anymore. Un film qui commence donc par un fou entouré de gens normaux avec des spectateurs interloqués et qui finit par un fou qui sait ce qui se passe, comme les spectateurs, mais entouré de gens pas si normaux. Mais le mal s'est peut-être déjà répandu, qui nous dit que d'autres villes n'ont pas subi la même chose et donc au moins nous laisse avec le plaisir de se dire que les rescapés et les sauveteurs ne sont pas ce qu'ils semblent. La folie devient normale, le calme signe du mal, les contraires et les contrastes encore. D'ailleurs, et afin de signaler que le personnage principal est affolé, de bons gros plans sont amenés, voire parfois avec des grosseurs différentes afin de mieux souligner le désarroi du héros. Le film sera en plus tourné en une dizaine de jours, le réalisateur va devoir taper dans l'efficacité. D'une durée de 80 minutes, le film ne coûtera que 382 200 $, certains chiffres donnent 416 000 $ et en rapportera 3 millions, soit une belle somme pour l'époque, mais ne sortira en France que 11 ans plus tard, le 8 novembre 1967, et seulement 52 570 entrées en France. Here we are. À l'instar du The Thing de John Carpenter et plein d'autres, l'altération par le fantastique du corps humain et son remplacement provoque chez le spectateur une peur enfantine et réellement palpable. Ici, des cosses géantes cultivées de graines venant de l'espace et qui réussissent l'exploit de s'emparer de toutes les formes de vie endormies à leur côté, les rendant végétatives. Miles, where do they come from? I don't know. If they are seeds or seed pods, they must grow someplace on a plant, probably. Des cosses qui pourraient vite devenir ridicules à l'écran, mais qui fonctionnent justement par la peur du cauchemar vécu. Elles ne font pas peur en elles-mêmes, c'est la symbolique de ce qu'elles représentent qui fait peur. Le combat pour ne pas s'endormir et perdre son humanité. I love Becky. Tomorrow, will I feel the same? There's no need for love. Une menace progressive dans sa narration, et quand elles apparaissent, la personne endormie à ses côtés, c'est l'horreur. Une menace d'abord idéologique qui va devenir d'un coup physique et encore vraiment tranquillement. La première relation qu'on va avoir avec ces personnages étant un gosse ne reconnaissant pas sa mère, elle s'expliquant qu'il ne veut juste pas aller à l'école. Le montage de la scène en accentue notre trouille, nous sachant, et le drame se déroulant pour un enfant. Le pire, c'est qu'il est vu par notre héros où lui et sa compagne assistent à la scène sans se douter de rien, mais nous sachons. If I were you, I'd have a talk with his teacher. And I will when I get time. What's the matter? Has Joe been sick? C'est donc par le point de vue du héros de cette scène que nous allons vivre l'horreur. De plus, la mère n'est pas filmée comme une mère inquiète, mais bien dans toute son étrangeté, le talent de Siegel à l'état brut. C'est dans le second moment fort du film que le mal va s'exposer. En effet, une nièce s'inquiète en voyant que son oncle a changé. It's him. He's your Uncle Ira, all right. He is not.
L'oncle est filmé en train de tondre sa pelouse dans un plan général, puis en gros plan, et tout devient suspicieux puisque sa caméra, il nous éloigne de cet être humain, puis nous en rapproche. Ce n'est que sur la fin de ce dialogue que l'oncle semble devenir une menace, avec son visage et sa façon de mettre sa pipe à la bouche, engendrant un regard lourd de sens et une sorte de sourire forcé, peu naturel. Obviously, the boy's mother was his mother. I'd seen her. And Uncle Ira was Uncle Ira. There was no doubt of that after I'd talked to him. Car par les gros plans amicaux en général, le surnaturel y est ici inversé jusqu'au final, et ce sourire, comme on en rencontre beaucoup dans la vie, la menace dans la normalité, la peur ultime. Et puis en plus de cette peur et de la paranoïa qu'engendre le film, le vol de son propre corps reste une idée salement trouvée qui va faire monter drastiquement la tension dramatique du film, comprendre que le vol de son corps et de son âme disparaissent à jamais. But when they're finished, what happens to our bodies? I don't know. When the process is completed, probably the original is destroyed or disintegrated. Dans son propre style narratif, c'est par la profondeur de champ que Seagal va nous angoisser, un corps au premier plan et son double ou en cosse au second, voire l'inverse. Et hop, nous revoilà en angoisse. Je parle bien sûr pour les gens de 1956. Une scène formidable nous montrera de façon étrange et merveilleuse techniquement tout en étant des plus angoissantes à l'écran et celle de cette pauvre femme mariée regardant son mari s'endormir et disparaître. La mort en direct et son remplacement inhumain par des yeux inexpressifs et morts, un cadavre ambulant. Not until you fell asleep. When the change does take place, do you suppose there's any difference? Les cocons vont donc apparaître avec cette mousse en sortant comme de la bave d'une bouche et qui, au bout de la transformation, devient humaine. Elles poussent comme n'importe quelle plante sans qu'on les voit faire, mais les serres qui les gardent sont, elles, bien montées, accompagnées de bruits insolites. Le héros va rentrer dans la serre et sera choqué de ce qu'il va y trouver en abusant du gros plan, nous faisant bien comprendre l'horreur des choses. Le héros qui va utiliser une fourche et montrer ainsi que les cosses sont bien mortelles, le coup porté à son double semble alors très violent, impactant au possible et visuellement gratifiant. Il va mettre le feu au tout, moyen ultime de destruction dans le roman. Elle retournait dans l'espace, idée bien idiote, mais ici, seule la destruction règne. Grimaldi, Pixley, Kessner. C'est alors que l'on va voir tous les camions remplis de cosses prêts à partir dans plusieurs villes proches et commencer cette invasion. Le péril est proche, mais nos deux héros regardent cela de très loin. Les cosses maudites vont sur la fin faire une dernière victime. Le pire, nos deux héros étant tombés clairement amoureux l'un de l'autre. Il se réfugie dans un tunnel et la femme va s'endormir pour devenir un corps sans âme, hurlant pour avertir les autres que Miles n'est pas l'un d'eux. They were right. I should never have left you. Stop acting like a fool, Miles, and accept us. Il s'enfuit à toutes jambes. C'est par un baiser que Miles s'est rendu compte de la transformation, jouant, elle, parfaitement son rôle de double. He's in here! He's in here! Get him! Get him! Miles va s'enfuir et tenter de prévenir sur l'autoroute les gens, scène que l'on retrouvera sur le film suivant de 78, le laissant hagard en voyant les camions qui arrivent dans les grandes villes. Come on, we gotta go! No, wait, let him go. They'll never believe you. En plein macartisme, l'invasion des profanateurs de sépultures joue sur plusieurs tableaux de la peur, de la trahison, de la dénonciation. Il faut rester éveillé, politiquement aussi, ou l'on perdrait son âme. Naïf mais vivant, la même chose chaque jour pour d'autres raisons. Les gens deviennent vite fous. L'invasion des profanateurs de sépultures se revoit encore toujours très bien aujourd'hui, un bonheur de réalisation et de jeu d'acteurs tous impeccables. Un gros 6 poils sur 6, mais qui vous dit que c'est bien moi qui parle? En 1978, Philip Kaufman ose faire un remake du premier film, mais il va se faire défoncer sur la critique, alors que le film est bien meilleur. Mais à l'époque, qui dit remake dit aujourd'hui, comme d'ailleurs, c'est de la merde.
Sauf qu'en 1978, le savoir-faire hollywoodien est à son paroxysme. On ose tout et la terreur est magnifiée par des talents hors normes, osant prendre des risques et des idées nouvelles qui calment. L'invasion des profanateurs, on enlève le sépulture dans celui-là, est une terrifiante aventure relatant la lente invasion d'extraterrestres sur nous, pauvres humains, pendant notre sommeil, et oui, comme dans le premier film que Kaufman adore. Always some interest somewhere to remake Invasion of the Body Snatchers, and that's got to be a testament to the original theme buried in the Siegel and Jack Finney book, that, you know, we're constantly afraid of something in any era. Geoffrey n'est plus Geoffrey. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Well, Jack Finney wrote basically a science fiction story that was turned into a film by Don Siegel, a wonderful film. When I was thinking about doing this, I happened to know Don Siegel, and I went into his office to say, I'm thinking of doing a remake of this movie of yours that I really respect a lot. It's a beautifully done film. Comme ça, extérieurement, c'est toujours le même, mais en fait, c'est un autre. Je le sens bien, Geoffrey n'est plus comme avant. As I was talking to Don, who should pop in but Kevin McCarthy, who this was on the MGM lot, and he was doing another movie. And the two of them sat down with me, and they started telling me what they really had in mind. Even though they liked the original, they had an ending that didn't let the audience off the hook. Il lui manque quelque chose. Quoi? Il n'a plus de chaleur, il n'a plus de tendresse, il n'a plus rien, je ne le retrouve pas. Also, they had some humor that the studio cut out. They took it down to Long Beach and showed the film. And the film was terrific, you know, and they were so thrilled because you would have laughter and then screams, and then laughter and then screams, and then laughter and then really scream. It was perfect. Femme malade. Très. Elle se sent mal? Plus la même femme. And they took it back, and they were so thrilled when they took it back to Allied Artists, and they showed the film, and they played them the recording of the sneak audience. And the Allied Artists, the executive said, "Get rid of the laughter." Oh God! The studio, didn't feel that humor in a horror movie really mixed. But to my mind, and really to Don Siegel's mind, that could only make the film scarier. Parle-moi, Elisabeth. Efficace autant que sournois, le film de Kaufman n'est que plus réussi et nous communique une peur littéralement viscérale, organique, dont le suspense va aller en grandissant, cette fois mettant un groupe d'hommes et de femmes en action, se réduisant comme peau de chagrin. Tout était normal sans l'être. Un vrai cauchemar. C'est devenu vraiment effrayant. Même histoire donc, mais grande ville et sa nouvelle époque, un casting de dingue et un travail rondement mené par un Philip Kaufman toujours en grande forme. Kaufman, c'est entre autres Les Seigneurs, L'étoffe des héros, L'insoutenable légèreté de l'être, Henri et June, Soleil levant et des scénars de dingue sur José Wells hors la loi de Clint Eastwood, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg et ceux de certains de ses films. Il obtiendra le Saturn Award pour ce film sur cette invasion très réussie. On aurait dit que la ville entière avait changé du jour au lendemain. Au scénario, j'en ai longuement parlé, c'est mon chouchou, W.D. Richter. J'en ai parlé souvent puisqu'il a travaillé sur des films plus que cultes pour moi. The larger society around us, with the treachery of the government, with things that just weren't working right, that this big inward look started taking place. The me generation, a huge cliché of pop culture. Non, elle est toujours là. Mais évidemment qu'elle y est encore. Voyons, qu'est-ce que vous imaginez? C'est toujours Ted. But nevertheless, people were closing off. Under sort of cover of we're all reaching out to find out who we are and to be one kind of, one Earth, one planet. But to get there, you have this sense of, I got to find out who I am. Et toute la famille, la cellule va à volo. David, tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit. Mathieu, je t'en prie, reste en dehors de ça. It was very current at the time. It was a time when we still believed, sort of, that we could affect something in this country. Je vous écoute, eh bien lui, il n'en croit rien. Et pourquoi? Parce qu'il ne pense pas que ça m'intéresse, que je me sente assez concerné. Après cette invasion, il va faire le Dracula de John Badham, dont je viens juste de faire une vidéo, le Brubaker de Stuart Rosenberg, mais surtout, comme je le dis à chaque fois, donnera d'un côté l'histoire d'un film de John Carpenter, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, fou et chef-d'œuvre hommage au film de Hong Kong,
puis scénarisé Le bazar de l'épouvante de Fraser Heston, Le fils de Charlton, tiré du roman de Stephen King, Le week-end en famille de Jodie Foster ou Furtive de Rob Cohen. On dirait qu'une grippe à forme hallucinatoire sévit en ce moment. Ça passe au bout de 2 ou 3 jours en général. Moi, je ne peux qu'agir au niveau des symptômes. C'est 2 ans avant Jack Burton qui va écrire et réaliser le film le plus fou de sa carrière, doté d'un statut culte comme jamais, Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension, où Peter Weller y est un super-héros génial. Ce ne sera pas trop grave. Il faut qu'elle dorme, c'est essentiel. C'est contagieux? Il va axer son film ici sur la théorie du complot qui commençait déjà à l'époque à travailler la tête des gens, le Watergate n'étant pas pour rien, et sur le fond de la guerre du Vietnam, l'Amérique se cherche. Je te remercie, Mathieu. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Je vais réfléchir à ce que m'a dit ton ami Kevin. Le gouvernement est détesté et donc remplace les communistes du premier film, une bonne blague en soi de Richter, et tout mensonge est bon à prendre et tout est devenu naturel. Oh non! Elizabeth Driscoll donc est une scientifique dans un laboratoire de santé de San Francisco et s'aperçoit un jour du comportement étrange de son compagnon, le docteur Geoffrey Howell. Puis peu à peu, d'autres personnes se transforment ainsi bizarrement. Pendant leur sommeil, une plante fabrique leur double parfait, tandis que l'original disparaît. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ça n'a rien de plaisanterie. Elisabeth se confie à son collègue Matthew Bennell. Rien ne change sous le soleil si ce n'est la modernité de la narration. Le film ici est bien sûr bien plus spectaculaire que celui de Siegel, mais sans que cela soit négatif et aux péripéties angoissantes à souhait, portées par un casting excellent. Oh, Jacques! Jacques! Jacques, réveille-toi! Ses yeux! Comme Grandi, le choisi, ce sera San Francisco, où les habitants y sont filmés comme si tout le monde observait tout le monde, et où le moindre personnage devient suspect, un bonheur pour le trouillomètre. Même le décor sert ici à nous foutre des angoisses normales et tout à fait réussi. Jacques! Le clonage et les manipulations génétiques inquiètent. Bref, l'anticommunisme du premier est dépassé par de nombreuses questions que les gens se posent de quoi faire un bon film efficace, et Dieu qu'il le sera. Elisabeth! De grandes scènes ponctuent le film, comme celle de l'usine où l'on fabrique les duplicata à forme humaine, et un final absolu négatif, et dont je ne me remettrai jamais, dont Donald Sutherland ne sera au courant qu'à la dernière minute afin de garder le twist le plus secret possible, Veronica Cartwright en face aussi. Évidemment, depuis 1978, je me dois de le montrer. Mathieu? Le studio et les exécutifs ne furent au courant de la fin que quand ils virent le film lors d'une projection chez George Lucas. Dès le départ, Kaufman et Richter vont identifier la menace, et ce, dès le générique, les spores dérivant dans l'espace vers notre belle planète bleue. Comme dans le premier film, c'est la paranoïa de ne pas savoir qui est qui nous enterre niveau angoisse, d'autant que parfois, un hurlement inhumain prévient quand un humain est au milieu d'extraterrestres, une belle idée qui fout bien la trouille. Et la trouille, les personnages, eux, ils l'ont, ils la montrent, certains doutent, certains sont sûrs, mais tous font front et mènent leur enquête en essayant de ne pas s'endormir. Du bonheur quand on voit les acteurs. Non, David, il était là, je te jure qu'il était là. Inspecteur, il y avait un corps ici. C'était le double d'Elizabeth Driscoll. Pourtant, le spectateur sait tout, et c'est ce qui est génial, cela n'empêche pas le suspense et la trouille de nous envahir sans savoir qui a été changé lors du film. Certains traîtres jouent très bien leur rôle. Jacques, vous nous auriez facilité les choses si vous aviez bien voulu dormir la nuit dernière. L'invasion des profanateurs s'adapte à son temps par une histoire universelle dont les faits sociétaux inquiètent. Ce genre de films continueront petit à petit, comme Les Maîtres du Monde de Stuart Orme avec d'ailleurs Donald Sutherland, Le Faculty de Robert Rodriguez, Le Météore de la Nuit de Jack Arnold à l'époque, rappelez-vous, ou L'Invasion vient de Mars de Toby Hooper, et plein d'autres. Elisabeth, bientôt vous allez renaître dans un monde paisible, où n'existe plus l'angoisse. En directeur de la photographie, Kaufman va embaucher Michael Chapman, qui travaille souvent avec lui et qui travailla sur le Taxi Driver de Martin Scorsese, avec qui il va travailler à nouveau sur La Dernière Valse. Et j'avais parlé de lui sur le Génération perdue de Joel Schumacher et ses vampires New Look, ou le thriller Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode, ainsi que Le Fugitif d'Andrew Davis.
Et il va s'amuser sur les couleurs, les angles, les ombres, afin que toute angoisse s'inspirant de grands films noirs de l'âge d'or du cinéma. Au son, c'est Ben Burt, le pilier de chez ILM, Industrial Light and Magic. C'est grâce à lui que l'on a le son des sabres laser et autres. Star Wars, Indiana Jones, E.T. et tant d'autres portent sa patte. Les sons des villes, bien sûr, les sons industriels aussi, les bruits des corps qui changent. Bref, un sacré travail. Au montage, important ici afin de donner le sens du suspense et de l'urgence, c'est Douglas Stewart qui travaille avec Don Siegel et Kaufman et beaucoup à la télévision. Les effets seront créés en direct sur plateau et les miroirs seront utilisés à raison. Et pour les effets, c'est Tom Burman qui s'y colle, un grand. Regardez les étoiles en est la phrase culte de cette trilogie. Malgré que le film soit un film fantastique, pour moi culte, la musique ne l'est pas moins, alors que le compositeur n'est pas connu, et pour cause. Joueur de jazz et professeur en psychiatrie, dont ce sera la seule musique de film, une musique ténébreuse, une partition écrite pour une grande formation musicale, dirigée par Roger Kellaway avec piano, que le compositeur va jouer lui-même. Il s'agit de Denis Zetlin. Well, I'd always been interested in film music, although I'd never really studied it per se. Some of the people that I really loved, like people like Bernard Herrmann, was one of my real favorites. There were a number of people certainly that affected me, but I wanted to approach this score as freshly as I could. I purposely avoided seeing the original movie. Le main title et les sports arrivant chez nous à un thème de 5 notes pour cordes et cuivre très puissant dès le départ, avec ces cordes dissonantes qui partent vite dans le menaçant et l'inquiétude que les spectateurs vont ressentir. Directors always have what they call temp cues, where you get a little idea. He might get a piece of Penderecki or somebody else that he would play to give you an idea of maybe some of the colors, some of the emotional stakes of the cue, the section that I'd be working on. Et aujourd'hui, tout était normal sans l'être. Un vrai cauchemar. And so I would certainly be influenced by that because that's very important to the director. They want to have something that's kind of like what they were thinking about. But the music I did was really totally mine. I'm thinking of a full symphony orchestra with electronics and everything. And he had originally called me because he knew of my jazz background. He'd grown up in Chicago also and had heard me, had heard my early recordings on Columbia. And he had it in his head that someday he wanted me to do a score for him. And interestingly, the way this feature began to develop, the main character, Donald Sutherland, was going to be an avocational jazz saxophone player. Une musique expérimentale dont le piano en est l'instrument principal, entouré de nappes de synthétiseurs bien sentis. Ce qui ressort de suite de l'écoute, c'est son étrangeté, son malaise qui se dégage, surtout sur CD, dont les harmonies sont étranges, voire ambiguës et complètement atonales. Il monte ici! Raccroche, Mathieu! Il y a bien sûr un love theme, un thème d'amour, une sorte de bossa nova qui va être enregistré à San Francisco avec Mel Martin à la clarinette, George Marsh à la batterie ou Mel Graves à la basse et Denis Zetlin au piano. Vous pouvez entendre le morceau sur le CD, mais il n'est pas dans le film, il a été coupé.
l'atmosphère de conspiration et de paranoïa du film de Philip Kaufman, en expérimentant autour de l'électronique et du piano, préparé à la manière des musiques comme on savait les écrire au XXe siècle, je vais dire les années 80. On ose quoi, avec des cuivres agressifs et quelques contrebasses imparables. Une musique donc hybride, dissonante, agressive, avec des expérimentations sur les bruits, que Jerry Goldsmith maîtrisait très bien, je vous le rappelle, comme dans les années 50 et 60, et Zeppelin va même mélanger bruit et love theme avec des sonorités qui semblent confuses sans l'être, une musique qui déroute. Par ici, suivez-moi! In terms of more of the nuts and bolts of the score as Philip Kaufman was thinking about it, he wanted electronic music, but he didn't want it to sound like electric instruments. He wanted it to sound organic because we're dealing with the invasion of an organic life form. So it was a challenge to write for acoustic instruments use electronics and a lot of electronic effects and things I would do inside the piano, what they call prepared piano sounds, that at times would be extremely eerie and unusual, but would still have an organic feel. That was really important to him. Denis Zetlin nous compose une musique de film anarchique parfois, c'est voulu, qui ressemble à la musique contemporaine qui sera composée plus tard. La fuite des héros sur le morceau On the Streets avec ses rythmes nerveux, du blues aux surprises et du free jazz mélangé avec de la pop années 70. Malheureusement, au montage, beaucoup de cette musique sera enlevée, dont le tempo va s'accélérer jusqu'au frénétique et le final nous donnera les morceaux d'action ainsi que le love theme, l'action dans le brutal extrême, comme le film Il n'y a plus d'espoir. Expérimental donc et d'une complexité sans commune mesure, le disque va sortir d'abord simplement à l'époque, puis chez Intrada et enfin chez Persévérance. Denis Zetlin sortira épuisé de ce travail, on le reprendra plus malheureusement à recommencer l'expérience, mais en tout cas son travail avant-gardiste restera, hors de ce que fait la musique de film habituelle à Hollywood, hermétique pour certains, mais ceux qui veulent tenter l'expérience, allez-y. Elisabeth. David. En Matthew Bennell, l'inspecteur de l'hygiène, qui est interprété par l'immense comédien Donald Sutherland, qui nous manque chaque jour. Il est parfait ici dans le film et suit son enquête avec ses amis et collègues. En suivant de ce film, il va jouer dans le grand film de Michael Crichton, La Grande Attaque du Train d'Or, aux côtés de Sean Connery. J'ai souvent parlé de lui dans mes vidéos de haute sécurité de John Fleet ou le Backdraft de Ron Howard. Il obtiendra un Oscar d'honneur en 2018 et Pierre Santini est à sa voix française. Geoffrey! Elisabeth Driscoll, elle fait donc partie par obligation de l'équipe. C'est une scientifique aussi. Elle est interprétée par la talentueuse et souvent rare Brooke Adams. My introduction to it was an audition, like everything else. I went and met Phil Kaufman and just talked to him. I didn't actually audition, I just talked to him. Réveille-toi! 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 And then I didn't hear anything for weeks and weeks, and so I just assumed I wasn't getting it. Was going up for a lot of other things, so I didn't really think about it that much. And then he just called up and offered it to me. Elle a une énorme scène de nu qui va l'angoisser et elle explique comment elle va y arriver. I'd read the script and there it was. But when the moment came, I was terrified and I was in my trailer just sweating bullets and not wanting to do it. And Aggie Rogers, who was the costume woman who I had gotten to know and like very much, came into the trailer and she said, well, what are you afraid of? And I said, well, I just don't have a great body and I don't, blah, blah. Il ne faut surtout pas avoir peur.
she said, well, then do it for all the women who don't feel they have great bodies. And I thought about it and I thought, all right, that's how I'll do it. And that's how I did it. C'est agréable. Viens. And it was weird because I'm walking through this room full of tons of extras and explosions and it was weird. Elle est notamment connue du grand public pour ses rôles de Rose dans Le Commando des morts vivants de Ken Wiederhorn. Abby dans Les Moissons du ciel de Terrence Malick, Elizabeth Driscoll dans ce film-là, et celui de Sarah Bracknell dans Dead Zone de David Cronenberg, aux côtés de Christopher Walken, dont j'avais parlé, mais dont aussi je referai une vidéo bientôt. Elle est dans la vie l'épouse de Monk, Tony Shalhoub, et apparaît d'ailleurs dans plusieurs rôles différents dans cette série, notamment une hôtesse de l'air par 2 fois hilarante, et c'est Michel André qui est à sa voix française dans le film. Jack et Nancy Belichick sont interprétés par un tout jeune Jeff Goldblum et une actrice excellente, Veronica Cartwright, que l'on connaît bien. Jeff Goldblum débute sur grand écran dans Le Injusticier dans la vie de Michael Winner. Il est l'un des violeurs de la famille de Paul Kersey. Et après la série télévisée Timide et sans complexe et ce film, il va exploser dans Les copains à bord de Laurence Kasdan et L'étoffe des héros de Kaufman, puis et New Jersey aux côtés de Bucaro Banzai. Ah bah heureusement, sinon il n'y avait plus qu'à fermer. Oh, mais j'appelle la police. Non, ne fais pas ça. Va suivre Silverado de Cashdan dont j'ai parlé en vidéo et bien sûr La Mouche de David Cronenberg dont vous avez les vidéos sur la chaîne. Le reste c'est de l'histoire et c'est la voix de Nicolas Cage et de Luke Skywalker, Dominique Collignon-Morin à sa voix française. J'ai perdu Jacques. Nous avons été séparés. Sa femme Nancy, donc, est interprétée par Veronica Cartwright, connue pour son rôle dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, dans le rôle de Cathy Brenner, puis Lambert dans Le Alien de Ridley Scott, dont j'avais parlé. Elle est aussi nommée 3 fois aux Emmy Awards, dont 2 fois pour le rôle de Cassandra Spender dans X-Files entre 1998 et 1999. Et j'ai aussi parlé d'elle dans le superbe film de George Mad Max Miller, Les Sorcières d'Eastwick, en Felicia Alden, qui vomit beaucoup trop de cerises. Michel Bardolet est à sa voix française. Oh, mes enfants, vous êtes bien conscients de ce que vous racontez. Vous êtes bien conscients de ce que vous dites là. Le docteur David Kimner est un homme stable, un scientifique cartésien, parce qu'il en faut un, ne pouvant être joué que par notre Monsieur Spock de Star Trek, Leonard Nimoy lui-même, c'est bien sûr une des créatures. Nous arrivons d'un monde qui se mourait, après avoir flotté dans l'univers de planète en planète. J'ai parlé de lui dans mes 6 vidéos des films de Star Trek et a également interprété le personnage de Paris dans la série d'espionnage Mission Impossible, de 1966 à 1973, sur les saisons 4 et 5. Poussé par les vents solaires, on s'est adapté et l'on a survécu. Il joue aussi William Bell dans la série de science-fiction Fringe et il est le seul à avoir réussi à énerver notre inspecteur Colombo dans l'épisode Le Spécialiste, gardant son calme lui tout du long, et c'est Denis Savignac qui le double ici. Je vous en prie, ils arrivent, écoutez-moi. Ah, celui-là, il est bourré comme une huître. Terrifié. Vous allez y passer. Faisant raccord avec le premier film, nous avons Kevin McCarthy, donc le héros de ce premier film, qui apparaît en hurlant « Vous aussi, votre tour viendra. Vous êtes en danger, je vous en prie, écoutez-moi, c'est affreux. Aidez-moi, votre tour viendra, ils sont là. » continuant ce qu'il faisait sur la fin du film de Siegel, un bel hommage très drôle. Il a dû faire un mauvais coup. Il finira malheureusement très mal. Pris une course pour l'aéroport et chargé 2 passagers, type H. Nous avons aussi un des conducteurs de taxi qui n'est autre que Don Siegel, le réalisateur donc du premier film, qui va alerter la police sur Matthew et Elizabeth qui essaient de se barrer du pays en avion. Don Siegel played the taxi driver. I'm sure I've told this story before, but it's true. I was in the front seat, in the passenger seat in the front, with a handheld camera. Je répète, type H. Bien reçu 60. Il fait beau ce soir, hein? Filming them in the back and then filming Don Siegel from the side and all that. And I remember thinking that, boy, they're really acting well. They look scared in their back and everything. And I found out that what they were scared of was that Don Siegel could barely see. But out of vanity, he had taken his glasses off and was driving through the streets of San Francisco. And Donald and Brooke were genuinely scared.
Où allez-vous exactement? À la scène d'ouverture, Robert Duval aussi est aperçu en prêtre silencieux, assis sur une balançoire. Là-bas. Oh, c'est ravissant. Fais-moi voir ça. En 15 minutes, 3,5 millions de dollars de budget, le film va en rapporter 25 millions, un franc succès, mais pas en France, avec seulement 88 500 entrées seulement, mais recevra l'Antenne d'Or au Festival d'Avoriaz en 79. Un film sans effet compliqué, comme dans le premier, mais la vraie menace est là, rapidement et insidieuse aussi, sournoise, mais se passant dans une grande ville, tout est danger. Les gens les regardent, les malaises, d'un regard plus important encore, les hurlements, les courses nombreuses, les fuites nombreuses aussi, dont le cadrage de Kaufman rend le tout cohérent. Plus proche de ce que voulait Siegel sur son film, le final est superbe et flippant à souhait, nous laissant sur le cul, et les plans et cadrages nous déroutent avec des angles rarement vus sans que nous, spectateurs, arrivions à comprendre certaines scènes. La paranoïa et le complotisme à son meilleur, comme beaucoup de films de l'époque, comme Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack ou Les hommes du président d'Alan J. Pakula. Un film qui assume bien d'être un remake sans ambiguïté de par son titre, et afin de l'apprécier dans toute sa splendeur, il vaut mieux essayer de ne pas le comparer avec son autre, mais bien de faire en sorte que l'un et la suite de l'autre, de petites villes américaines à grandes villes comme San Francisco, la terreur et l'invasion continuent. La relation spectateur-film y est ici plus complexe. Philip Kaufman sait exactement où il met les pieds, fidèle au premier film jusqu'à lui rendre hommage et en s'écartant par un travail technique remarquable dans une course-poursuite de presque 2 heures. J'exagère, ça parle quand même pas mal, mais qui plonge parfois dans l'expressionnisme, et ça c'est très fort. Elle est chez Mathieu. Mais ne lui dis pas où elle est. Pas disparition du corps. Non, il n'y en a pas. Il y a disparition de Aucun corps corps. n'a disparu. C'est lui qui l'a fait disparaître. Il nous séduit de par son casting impeccable déjà et nous enfouit dans une atmosphère de science-fiction enveloppant la ville de San Francisco, devenant un personnage à part entière, chaque appartement ou ruelle devenant une menace et en faisant un huis clos dans une grande ville. Fallait oser. Le public adorateur de fantastique d'alors en a pour son argent. Nous aussi, merci à lui, l'invasion des profanateurs prouvait que le fantastique était loin d'être mort comme il l'est aujourd'hui. C'est pour moi un 7 poils sur 6 absolu de Paranoia réussi. « 1993, il était temps, fallait un autre reboot et c'est Abel Ferrara qui s'y colle. Ça pourrait en étonner certains, mais pas tant que ça finalement quand on connaît le bonhomme. Vous dire que c'est pas drôle d'être coincé dans une voiture avec un môme de 6 ans et celle qui a pris la place de votre maman. Comme la version de Philip Kaufman, le film de Ferrara va s'éloigner complètement du roman d'origine, se passant ici dans une base militaire pour la plupart du temps du film, puisque venu vivre sur une base militaire, un biologiste et ses enfants vont y découvrir des extraterrestres qui éliminent les humains après avoir pris leur apparence. Bref, on change la forme et on recommence. L'on va en plus ici parler effets spéciaux, ce sont les années 90, Jurassic Park cartonne. Très bien. C'est très bien. Les gens veulent donc du nouveau. Le film sera même en compétition à Cannes. Le film sortira en juin 93 en salle en France, alors qu'aux États-Unis, il n'aura qu'une sortie limitée 1 an plus tard. Et c'est sous l'impulsion de Robert Solo, le responsable déjà du second volet à la production, qui va renouveler ce film dans cette nouvelle décennie qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fait la même peinture et ils ont voulu me faire dormir. Ferrara, un réalisateur controversé, plutôt tapant dans le film indépendant, ayant réalisé quand même quelques petits chefs-d'œuvre dès ses débuts, avec en 1981 L'Ange de la Vengeance, puis le fabuleux New York 2h du matin en 84, son China Girl en 87, le King of New York en 90, le fabuleux Bad Lieutenant en 92, puis The Body Snatchers, ce qui étonne, et The Addiction en 95 ou Nos Funérailles en 96. Mais c'est vite oublié que Michael Mann va lui demander 2 épisodes sur la série 2 flics à Miami, le 20e de la saison 1 et le 4 de la saison 2, et surtout l'épisode pilote de la bonne et trop rare courte série Les Incorruptibles de Chicago. Il va taper ici dans le 2,35, un bon format cinéma et un budget de 12 millions qui fait tout à la fois, petit film, puis huis clos, mais avec des moyens.
Cette fois au scénario, c'est Stuart Gordon qui doit aussi réaliser le film. Oui, le gars derrière Reanimator, From Beyond ou Les Poupées et j'en passe. Un vrai faiseur de série B, aidé de Nicolas St. John, fidèle de Ferrara, et Denis Paoli, fidèle de Gordon, lui. Un boulot à 8 mains, bien que la Warner ait demandé à Stephen King de revoir l'histoire qui va décliner poliment, prouvant que le script de Stuart Gordon et de Paoli était déjà parfait. Têtu, la Warner demande donc aux deux autres de se charger de cette remise en question. Stuart Gordon, lui, dégoûté et énervé par réaliser Fortress avec Christophe Lambert, d'autant que la Warner avait pensé à lui comme premier réalisateur. Que ferions-nous donc si de ça les vilains petits extraterrestres venaient, pendant que l'on fait notre petit somme, prendre notre identité, et donc femmes et enfants, tant que l'on y est, voir notre boulot et que notre bonne vieille terre soit ainsi colonisée, envahie et conquise. Eh ben, on se bat, on violente, on explose façon puzzle. À la photographie, Boran Batzeli fait un travail formidable, on pense à John Carpenter, et Joe Delia à la musique, un score électronique sans prétention qui ne sortira sous aucun support, si ce n'est une suite avec la musique de celle de 78. Un film pourtant qui va décevoir pas mal de gens alors qu'il se regarde plutôt très bien, il est beau sur la forme mais bien loin sur le fond, ne gardant que l'histoire d'origine sans idée derrière si ce n'est la manipulation génétique et encore vue de loin, juste de l'action. Les années 90 sont bien là, on s'amuse, on explose et l'on se bat, mais l'on ne cherche pas d'idée derrière qui pourrait chambouler le spectateur. Allez, on va vous couvrir! Dépêchez-vous, monsieur, venez! Un film du dimanche soir, très efficace, cela dit, avec un gros « ne vous endormez pas » sur l'affiche, qui est exactement le problème du film et de sa réussite. Le seul but est d'empêcher de roupiller, tenir le coup, le suspense est là, et seulement dans cette idée, ne vous endormez pas. Seulement Les Griffes de la Nuit de Wes Craven est sorti et sur le même thème, l'on est sur du mieux du côté de Craven. Malgré cela, le film est absolument punchy et réussi sur l'action, sur une histoire déjà racontée 2 fois, mais sans l'imagination des 2 autres. Parti! Côté effets spéciaux, c'est là que le studio et la production vont essayer de dynamiser et relancer l'histoire, alors que ça va être loin de se passer en douceur et beaucoup d'improvisation derrière. Bref, un vrai bordel. Ne fais pas ça. Non. Des effets spéciaux dernier cri au départ, c'est Tom Burman qui s'y colle encore, qui a donc collaboré sur de nombreux films comme Rencontre du troisième type de Steven Spielberg ou Les Goonies de Richard Donner et plus de 60 films, et avait de plus donc travaillé sur la version de 78. Mais Ferrara, étant imposé par la Warner, il fait ce qu'il veut faire, juste un film sur les Martiens, comme il le dit lui-même, et va vers l'action plus que sur l'horreur. Les effets seront donc réduits et certains même annulés ou éliminés sur la table de montage, voire même en plein tournage. Et Tom Burman reste là à superviser les effets avec sa femme, Barry, et personne ne se parle, n'ayant aucun interlocuteur positif pour faire le lien entre réalisateur et truqueur. Tant au niveau production que vers le réalisateur, personne n'explique à Burman le comment montrer les transformations. Pour lui, un cauchemar. Ils vont carrément filmer eux-mêmes les scènes que Ferrara rejette à chaque fois, ne sachant pas lui-même comment les filmer. C'est à devenir fou. 2 mois de travail mis à la poubelle, Burman est furieux et même le directeur de la photographie se vante de savoir comment filmer un trucage à l'œil nu. On ne les trouve pas filmables et peu réalistes à l'œil nu, on marche sur l'eau. Bref, les Burman mettent tous leurs effets au placard alors qu'ils étaient approuvés d'après les storyboards du dialogue de sourds. Voyant l'argent dépensé et rien de fantastique aux effets spéciaux, la Warner intervient enfin, les Burman s'expliquent et ont de quoi montrer. Mais rien n'y fait, Burman va s'attaquer à la séquence du bain de Gabrielle en noir, 5 heures de pose de maquillage que Ferrara veut lui en 1 demi-heure, d'où le rendu du personnage assez dégueulasse. On n'improvise pas sur la qualité d'un maquillage.
Ce sera finalement un maquilleur local qui va être embauché sur certains plans et qui va masquer les cheveux de l'actrice très moyennement. Un résultat pitoyable pour Berman. Tom Berman sera dégoûté de la façon trop rapide de travailler de Ferrara et s'en bat les steaks de ses demandes. Tout est filmé à la va-vite. Réveille-toi! Réveille-toi! Marty! Marty! Allez, réveille-toi! Un film de commande donc par un auteur respecté. Cela reste un film quand même très regardable. Si quelqu'un reconnaît Ferrara dans ce Body Snatcher, bon, bravo à lui. Vous pouvez entrer. Je vous en prie. Une mise à jour des deux autres films, certes, sans dévier de l'histoire, mais sans surprendre non plus. Les fans s'amusent, mais ne sont jamais surpris. Un film clairement fait pour la nouvelle génération 15-25 ans des années 90, qui n'auront pas vu les deux autres films, Les Malheureux. Tout 2025 est déjà ici. Le gros légume. Pour Marty, c'est l'ennui jusqu'à la rencontre avec Tim, un pilote d'hélicoptère qui va l'aider une fois l'invasion découverte. Le casting est très jeune, lui aussi, avec en tête la jeune Gabrielle en noir, en Marty Malone. Je n'ai jamais eu à tuer quelqu'un. Qui vient avec son père dans la base militaire où il travaille. Julie Dumas est à sa voix française, une actrice que l'on a vue dans Espion Junior de William Deere, Le temps d'un week-end de Martin Brest, Les Trois Mousquetaires de Stephen Herek, Dernières heures à Denver de Gary Fleder et qui partira jouer à la télévision. Il faut m'aider. Il n'y a pas de temps à perdre. Mes enfants sont en danger. Ma femme est... Son père, le professeur Steve Malone, est interprété par Terry Kinney, doublé par Hervé Bellon, un acteur que l'on a vu dans le dernier Les Mohicans de Michael Mann, La Firme de Sidney Pollack ou Sleepers de Barry Levinson. Lui aussi partira à la télé. Où partir? Partir, il faut qu'on parte, c'est tout. De quoi est-ce que tu parles? Steve, c'est important. Carol Malone est jouée par l'actrice culte Meg Tilly, vue dans Fame d'Alan Parker, Psychose 2 de Richard Franklin, Agnès de Dieu de Norman Jewison, pour laquelle elle va gagner un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Et je vous conseille le fabuleux Masquerade de Bob Swaim, où elle joue dedans formidablement bien. Elle a une sœur, Jennifer, qui est aussi culte, et c'est Laurence Cruzet qui la double ici. Tu me fais perdre mon temps avec ça. On m'attend pour un renfort d'éclairage. Tim Young est joué par Billy Wirtz, un jeune acteur brun ténébreux qui fera chavirer quelques cœurs dans le Génération perdue de Joel Schumacher. Il fait partie du groupe de Kiefer Sutherland. C'est Serge Félu qui le double, il est le héros de l'histoire quelque part, l'homme d'action, et il tombe amoureux de Marty, et ils vont partir en hélicoptère. Posez ça. Pas avant de vous en avoir mis quelques-unes dans vos têtes de chou. En général plate et en major Matthew Collins, ce n'est pas moins que Early Armé pour le premier et Forest Whitaker pour le second. Vous êtes censé préserver la vie et non la prendre. Saloperie. L'un deviendra un agent du mal et l'autre essaiera de résister du mieux qu'il peut. Laissez-moi, je vous préviens, n'approchez pas. Posez ce pistolet. Hermé est un ancien instructeur du corps des marines des États-Unis qui va devenir ensuite acteur et se spécialise dans les rôles de militaires. Il est notamment célèbre pour son interprétation du sergent instructeur Man dans le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. J'ai parlé de lui pour le film Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Vous n'aurez jamais mon âme. Forest Whitaker, lui, est connu pour avoir interprété Ghost Dog dans Ghost Dog, la voix du samouraï de Jim Jarmusch, John Cavanaugh dans la série The Shield et Saw Gerrera dans Rogue One et apparaît dans Platoon, Good Morning Vietnam, Panic Room, Fun Game, Le Majordome, Black Panther et a notamment reçu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 88 pour son interprétation de Charlie Parker dans Le Bird de Clint Eastwood et l'Oscar du meilleur acteur en 2007 pour son interprétation d'Idi Amin Dada dans Le Dernier Roi d'Écosse. Abel Ferrara va donc tranquillement baser son film sur le survival, se battre pour rester soi-même, surtout que le film est filmé sous le régime de Ronald Reagan, et comme Carpenter l'avait fait sur Invasion Los Angeles, il montre qu'il faut se battre contre l'idée d'une Amérique conservatrice, mais de façon très légère. Une vraie série B authentique et populaire dont l'ambition limitée est visible à l'écran, sans oublier le principal, distraire avec 87 minutes de métrage, la bonne durée. L'humour reste présent, le suspense et le film inquiétant aussi, au premier degré, mais parfois ironique, et l'image magnifique transforme cette série B en peinture presque surréaliste parfois.
Vengeance. Le film sera un bide ne remportant que moins de 500 000 $ aux États-Unis et 231 000 entrées en France. Comme dit l'autre, un putain de film avec des putains de martiens, le Abel est comme ça et mérite son 5 poils sur 6 quand même pour un bide. Je me souviens avoir ressenti tout cela en voyant les bombes exploser. Alors oui, certains fous me diront qu'en 2007, un film, Invasion, à l'origine, réalisé par l'allemand Oliver Ischbiegel ou je ne sais quoi, avec Daniel Craig et Nicole Kidman, sur la même histoire, le premier montage est considéré par le studio comme peu satisfaisant et le studio va décider d'engager Lana et Lily Wachowski pour écrire le scénario et James McTeague, le mec de V pour Vendetta, pour diriger les nouvelles scènes. Invasion donc. Bref, un bordel sans intérêt que vous avez le droit d'aimer, pour moi il n'existe pas, même si j'ai honte d'avoir le Blu-ray. Comme je l'ai haïssé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. Les titis et dames ne seront pas floutés sur la vidéo Patreon par exemple. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.